J'espère que vous tenez bon, que tout va bien pour vous. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas 10 chapitres ni un grand discours, ce sont 2 petites pages publiées noir sur blanc dans le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et ces 2 pages, à elles seules, risquent de bousculer la vie de millions d'Algériennes et d'Algériens. 2 pages d'une loi qu'on croyait condamnée à rester dans un tiroir, enterrée, oubliée. Eh oui, on s'est peut-être raconté une histoire. On a peut-être cru, naïvement, qu'un minimum de lucidité allait finir par l'emporter. Qu'à force, même les décideurs, malgré l'aveuglement, la surenchère, le fanatisme et l'excès, auraient un moment de recul, un réflexe de conscience. Parce qu'il y a des lignes qu'on ne franchit pas impunément. On ne trifouille pas tous les textes comme on réarrange un agenda. Et surtout, on ne pousse pas un État à glisser vers des violations lourdes du droit international, ni à tordre des codes fondamentaux pour des usages, disons, moralement indéfendables. Et parmi ces textes, il y en a un qui n'est pas un article parmi d'autres. La nationalité, c'est la charpente d'un pays. C'est ce qui fait tenir ensemble une nation, ce qui donne un sens au « nous ». Le code de la nationalité, c'est la garantie du vivre ensemble, le ciment de l'unité, la trame qui maintient une société debout, aujourd'hui, demain et pour longtemps. Ouvrez le journal officiel, numéro 4, daté du 18 février 2026. Tournez jusqu'à la page 4 et poursuivez jusqu'à la page 6. C'est là, en quelques colonnes à peine, que l'État algérien a publié, oui, je pèse mes mots et je les assume face caméra, ce qui ressemble sans exagération à l'un des textes les plus explosifs et controversés de ces dernières années. Beaucoup de juristes, j'en suis convaincu, ne me contrediront pas. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Le texte en question porte le numéro 26-01, signé le 17 février 2026. Officiellement, il ajuste et complète l'ordonnance 70-86 du 15 décembre 1970, celle qui encadre le code de la nationalité algérienne. Sur le papier, rien de spectaculaire. Une mise à jour technique presque administrative. Mais attention, le titre ne parle pas de retrait de nationalité. Ce n'est pas une loi sur la déchéance. Non, il s'agit, nous dit-on, d'une simple modification du cadre existant. On ne rase pas tout, on ne refonde pas entièrement le code. On retouche, on amende, on insère quelques dispositions, et c'est précisément là que tout bascule. En 2 pages seulement. 2 pages qui suffisent à introduire la possibilité de priver quelqu'un de sa nationalité. 2 pages, et tout change. Alors, que contiennent-elles exactement? Dès le premier article, le ton est donné. Il est question de revoir certaines dispositions de l'ordonnance de 1970. Et c'est à partir de l'article 22 que la mécanique se transforme. En réalité, plusieurs points clés sont réécrits. Les articles 22 et 23, le premier alinéa de l'article 25, ainsi que l'article 29. Autrement dit, des éléments centraux du dispositif juridique sont touchés. Concrètement, que prévoit cette réforme adoptée le 17 février et rendue publique dès le lendemain? L'article 22 révisé établit qu'une personne ayant obtenu la nationalité algérienne peut en être privée dans 2 cas bien définis. 2 situations précises, pas plus. Mais vous allez voir que ces 2 cas ouvrent une porte bien plus large qu'il n'y paraît. Commençons par le premier cas. Ici, on ne parle pas de quelqu'un né avec le passeport algérien dans la poche. On parle d'une personne devenue algérienne par naturalisation. Et pour bien comprendre, il faut rappeler une évidence juridique. Partout dans le monde, ou presque, les législations distinguent 2 catégories. D'un côté, ceux qui reçoivent leur nationalité à la naissance. De l'autre, ceux qui l'obtiennent plus tard, par une démarche administrative, un choix, une procédure. C'est cette seconde catégorie qui est visée. Une personne née étrangère ou née à l'étranger, mais qui a acquis la nationalité algérienne par naturalisation. Désormais, si elle est reconnue coupable d'un crime ou d'un délit portant atteinte aux intérêts essentiels du pays, à l'unité nationale ou à la sécurité de l'État, la sanction peut aller jusqu'au retrait de sa nationalité. Et ce n'est pas tout. Même une condamnation en Algérie ou hors du territoire pour une infraction passible d'au moins 5 années d'emprisonnement suffit à ouvrir la voie à cette déchéance.
Deux scénarios bien encadrés, mais aux conséquences lourdes. Autrement dit, un ancien étranger, devenu citoyen algérien, peut perdre ce statut dans deux hypothèses. Soit parce qu'il est condamné par la justice algérienne pour des faits jugés graves contre les intérêts supérieurs de l'État, soit parce qu'un tribunal, y compris à l'étranger, lui inflige une peine d'au minimum 5 ans derrière les barreaux. Sur le principe, certains diront qu'un État peut estimer légitime de retirer la nationalité à une personne naturalisée qui commet des actes extrêmement graves contre lui. On peut entendre cet argument. Mais là où l'interrogation commence, c'est lorsqu'une condamnation à l'étranger, simplement parce qu'elle dépasse 5 années de prison ferme, entraîne automatiquement la perte de la nationalité algérienne. 5 ans de prison ailleurs, et l'on cesse d'être algérien. Là, la logique devient nettement plus difficile à suivre. Mais en réalité, le cœur du séisme n'est pas dans le camp des naturalisés. Le vrai basculement se trouve ailleurs. Il se cache dans cet article 22 bis, discret sur le papier, explosif dans ses implications. Car cette fois, il ne s'agit plus seulement de ceux qui ont acquis la nationalité au fil du temps. Non, on parle aussi de ceux qui sont algériens depuis la naissance. Oui, vous avez bien entendu. Quelqu'un né en Algérie, de parents algériens, héritier d'une lignée algérienne, sans autre passeport, sans double appartenance, quelqu'un qui n'a jamais été autre chose qu'algérien, peut désormais être concerné. La loi ouvre cette possibilité. Comment? Sur la base d'indices graves et concordants. Pas une condamnation définitive, pas un verdict rendu après un procès public, non. Des indices. S'il est estimé qu'un citoyen, à l'étranger, aurait commis certains actes considérés comme portant atteinte aux intérêts supérieurs du pays, à l'unité nationale, à la sécurité de l'État, à la stabilité des institutions, aux symboles historiques ou à la cohésion du peuple, et s'il ne met pas fin à ces agissements malgré une mise en demeure officielle, alors la déchéance devient envisageable. La liste est large. Afficher une loyauté envers un autre État dans l'intention de nuire, proclamer publiquement un détachement vis-à-vis de l'Algérie, recevoir un soutien financier étranger pour des actions jugées hostiles, rendre des services à une puissance extérieure contre les intérêts nationaux. Mais retenez bien le mot-clé « indice ». Pas des preuves irréfutables. Pas une décision judiciaire définitive. Des éléments considérés comme suffisamment concordants. Et sur cette base, un Algérien de naissance pourrait perdre son lien juridique avec son propre pays. La question devient alors inévitable. Qui évalue ces fameux indices? Les services de sécurité? Une autorité administrative? Une instance judiciaire? À ce stade, le texte reste silencieux. Et c'est précisément ce silence qui inquiète. Et ce n'est pas terminé. Un autre volet vise ceux qui seraient soupçonnés de travailler main dans la main avec une puissance considérée comme hostile. Collaborer, prêter assistance, agir pour le compte d'appareils militaires ou sécuritaires étrangers, tout cela entre dans le champ. Diriger un mouvement qualifié de terroriste ou subversif, y adhérer, le financer, en faire la promotion, peu importe la forme ou le nom, dès lors que l'on estime que cela nuit aux intérêts supérieurs du pays, la sanction peut tomber. Même si les faits se déroulent sur le territoire national, la perte de la nationalité d'origine devient juridiquement possible. Mais il y a plus. La mesure peut également viser une personne installée hors des frontières, considérée comme en fuite. Et là, difficile de ne pas penser aux opposants établis à l'étranger. Car dans ce cas, on parle toujours d'éléments interprétés comme des signes concordants, pas nécessairement d'une décision judiciaire définitive. Sur la base de ces appréciations, un Algérien né algérien pourrait se voir retirer sa nationalité. Le texte ajoute encore une précision. Détenir une autre nationalité, qu'elle soit acquise ultérieurement ou détenue parallèlement, peut devenir un facteur aggravant si elle est utilisée d'une manière jugée préjudiciable à l'Algérie. Autrement dit, la double appartenance peut se transformer en vulnérabilité juridique. Et cela ne concerne pas uniquement ceux qui sont nés algériens. Les personnes naturalisées sont, elles aussi, exposées à cette procédure, que les faits reprochés aient été commis à l'intérieur du pays ou alors qu'elles se trouvent à l'étranger. En clair, le dispositif ne distingue plus vraiment entre ceux qui vivent en Algérie et ceux qui résident ailleurs. Il s'applique des deux côtés des frontières.
C'est cette amplitude, cette marge d'appréciation très large qui rend le mécanisme particulièrement préoccupant. Par son étendue et par sa logique, il marque une rupture sans précédent. Franchement, on peut parler de tournant majeur. Certains diront même que c'est un moment sans précédent dans l'histoire du pays. À ma connaissance, jamais l'Algérie n'avait franchi un cap aussi radical sur une base aussi fragile. On prendra le temps, dans une prochaine émission, de comparer avec d'autres États qui ont instauré des mécanismes similaires de retrait de nationalité. Mais ici, ce qui frappe, c'est autre chose. L'idée qu'un simple faisceau de soupçons puisse suffire. Pas un jugement définitif, pas un procès public. Juste des éléments interprétés comme révélateurs d'une trahison, d'une atteinte à la sûreté nationale, d'un complot contre les intérêts du pays. Des indices. Rien de plus. Poussons la logique à l'extrême. Demain, n'importe qui pourrait écrire aux autorités en affirmant qu'un citoyen installé à Paris, pourtant algérien, agit contre l'unité nationale ou met en péril la sécurité de l'État. Sur la base de ces affirmations, considérées comme des signes concordants, on enclenche une procédure. Mais qui décide? Selon quels critères? Qui transforme un soupçon en sanction aussi lourde que la perte de la nationalité? Et ce n'est pas tout. Le texte met en place un mécanisme inédit, presque plus surprenant que le contenu lui-même. Comment cela fonctionne-t-il? La procédure commence par une mise en demeure. La personne visée reçoit un avertissement officiel et dispose d'un délai compris entre 15 et 60 jours pour réagir. Cette notification peut être transmise par tous moyens légaux, y compris par voie électronique. Et si l'on ne parvient pas à la contacter directement, l'information sera publiée dans 2 journaux nationaux, l'un en langue nationale, l'autre en langue étrangère. Autrement dit, un citoyen peut se retrouver visé par une procédure lourde de conséquences sans avoir été jugé, sans condamnation préalable, sans décision de justice. Aucun procès n'a eu lieu, aucune audience publique, aucune incarcération. Tout démarre à partir d'indices interprétés. C'est là que réside la singularité et l'inquiétude. Concrètement, la machine administrative va se mettre en marche. Qui appellera? Quelle instance prendra contact? Pour l'instant, le texte reste flou. On nous promet des décrets d'application, la création de structures dédiées, peut-être des commissions spécialement constituées pour examiner ces dossiers sensibles. Mais à ce stade, tout cela demeure dans l'ombre. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'un avertissement formel sera envoyé à la personne visée. Et quand on parle de personnes visées, on pense immédiatement aux Algériens installés à l'étranger. Opposants, militants, voix critiques vivant hors des frontières. Une notification leur sera adressée, avec un délai encadré. Au minimum 15 jours, au maximum 60 pour se mettre en conformité. Comment seront-ils informés? Par courrier, si l'adresse est connue, par voie électronique, si nécessaire. Et à défaut, leur nom pourra apparaître dans les colonnes de journaux nationaux, en arabe et en français. Le message en substance sera clair. Vous êtes soupçonné d'agissement hostile à votre pays. Vous disposez d'un délai précis pour y mettre fin. Passé ce délai, la sanction pourra tomber, jusqu'au retrait de la nationalité. Puis l'article poursuit et apporte une précision essentielle. La perte de la nationalité d'origine est présentée comme une mesure exceptionnelle, strictement encadrée par la loi et limitée au cas qu'elle énumère. En théorie, elle ne concernerait qu'une personne disposant d'une autre nationalité. Autrement dit, les binationaux deviennent les premiers exposés. Ceux qui possèdent un second passeport, qu'ils soient français, britannique, espagnol, canadien ou autre, entrent dans le champ. Même un citoyen né en Algérie, issu de parents algériens, pourrait être concerné s'il détient également une autre nationalité. La double appartenance devient alors un point de fragilité. Ce second lien peut suffire à justifier la rupture du premier. Il faut reconnaître une chose, sur le plan stratégique, le montage est habile. Certains diraient même calculé avec finesse. Pourquoi? Parce que le pouvoir sait très bien qu'il existe une limite à ne pas franchir. Le droit international interdit clairement de priver quelqu'un de sa nationalité si cela le rend apatride. Autrement dit, transformer un citoyen en individu sans pays, sans statut, sans appartenance juridique, cela est formellement proscrit. Donc, que fait-on? On ajuste le tir.
On concentre la mesure sur ceux qui possèdent déjà une autre nationalité. Ainsi, en retirant la nationalité algérienne à un binational, on évite, en apparence, de violer les engagements internationaux. Officiellement, la sanction est présentée comme exceptionnelle, encadrée, réservée à des cas précis. Elle vise prioritairement ceux qui disposent d'un second passeport. Mais c'est précisément là que se situe le nœud du problème. Car derrière cette prudence affichée, une ouverture a été ménagée, une clause qui change tout. Les textes précisent que certaines garanties ne s'appliquent pas en cas d'accusation particulièrement grave. Trahison, collusion avec une puissance étrangère, prise d'armes contre le pays, atteinte à l'intégrité territoriale, implication dans des structures qualifiées de terroristes ou tout acte considéré comme menaçant la sécurité et la stabilité de l'État. Et c'est ici que l'opacité devient troublante. Car on ne parle pas nécessairement d'une condamnation définitive issue d'un procès public. Toute la logique du dispositif repose sur l'existence d'éléments interprétés comme suffisants. On évoque des soupçons jugés concordants, pas forcément des preuves établies devant un tribunal. En résumé, même une personne née algérienne, même détentrice d'une seconde nationalité, peut se retrouver exposée dès lors que ces accusations sont retenues. Et l'on revient toujours à la même interrogation. Qui apprécie ces faits? Sur quels critères? Lorsque tout commence par des indices, la frontière entre protection de l'État et dérive arbitraire devient extrêmement fine. Revenons au point central. Selon l'article 22 bis, un citoyen peut perdre sa nationalité d'origine s'il existe contre lui des éléments jugés suffisamment sérieux et concordants concernant des actes commis à l'étranger. Remarquez bien, il est question de faits supposés en dehors du territoire national. Autrement dit, ceux qui vivent en exil, ceux qui sont installés hors des frontières sont directement concernés. Et sur quelle base? Pas nécessairement une condamnation définitive. Pas un jugement rendu après débat contradictoire. On parle d'éléments interprétés comme révélateurs d'une trahison, d'une collaboration avec une puissance étrangère, d'un engagement armé contre le pays ou d'une implication dans une organisation qualifiée de terroriste. Mais répétons-le, un indice n'est pas une preuve. Un indice, c'est une lecture, une appréciation, parfois subjective. Où se situe alors la présomption d'innocence? Si l'on m'accuse d'avoir trahi, j'ai le droit de demander où sont les faits établis, où sont les décisions judiciaires, qui a démontré quoi et devant quelle juridiction. Si l'on répond simplement « il existe des indices », cela suffit-il à rompre le lien juridique entre un individu et son pays? C'est là toute la question. Et qui est chargé d'évaluer ces fameux éléments? Le texte prévoit la création, au sein du ministère de la Justice, d'une instance spécifique dédiée à l'examen des dossiers de retrait de nationalité. Une commission spéciale. Sa composition, son organisation, ses modalités de fonctionnement seront fixées ultérieurement par voie réglementaire, probablement par décret présidentiel. Mais pour l'instant, on ne connaît ni ses membres, ni ses critères précis d'analyse. En clair, une structure administrative encore inconnue pourrait décider qui conserve son statut de citoyen et qui en est privé, qui demeure algérien et qui cesse de l'être. Par son principe même, ce mécanisme constitue une rupture majeure. Dans l'histoire de l'Algérie indépendante, une telle configuration n'a jamais existé. C'est en cela que la situation apparaît sans précédent. Le texte précise toutefois une étape supplémentaire. La perte de la nationalité ne peut pas être décidée sans que la personne concernée en soit informée au préalable et invitée à répondre. En théorie, elle doit recevoir une notification officielle, puis disposer d'un délai de 30 jours, après la période de mise en demeure prévue à l'article 22 bis, pour transmettre ses observations écrites. Et ces observations peuvent être envoyées par tout moyen reconnu légalement, y compris par voie électronique. Mais attendez, si l'on ne parvient pas à joindre la personne par ces canaux, que se passe-t-il? Eh bien, l'information sera publiée dans 2 journaux nationaux, dont l'un dans une langue étrangère. Autrement dit, on peut apprendre qu'on risque de perdre sa nationalité en lisant son nom dans la presse. En pratique, cela signifie que la commission spéciale, rattachée au ministère de la Justice, prendra contact avec le citoyen visé par la procédure. On lui dira « Vous êtes concerné par un possible retrait de nationalité, vous avez la possibilité de présenter vos arguments. » Comment? Par écrit, éventuellement par courrier électronique.
Imaginez la scène. On envisage de vous retirer votre nationalité. Vous disposez de 30 jours pour nous envoyer vos explications. Ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une audience publique. Ce ne sont pas des magistrats statuant après débat contradictoire. C'est une commission administrative. On parle donc d'un échange à distance, par courrier ou message électronique, où l'on vous annonce que votre lien juridique avec votre pays est en jeu. 30 jours pour répondre. 30 jours pour convaincre. Ce fonctionnement interroge. On peut y voir une procédure accélérée, discrète, éloignée des standards classiques du procès équitable. Une mécanique institutionnelle qui opère sans audience publique, sans confrontation directe, et dont l'issue peut être lourde de conséquences. Et si la personne ne répond pas, ou même si elle répond, son nom peut apparaître dans un quotidien en français ou dans un journal en arabe. Noir sur blanc, vous êtes visé par une procédure pouvant aboutir au retrait de votre nationalité. 30 jours pour envoyer vos explications. 30 jours pour tenter de convaincre. Ensuite, la décision finale tombera par décret présidentiel. La notification, elle, pourra être transmise électroniquement au ministère de la Justice. En quelques lignes, tout peut basculer. Soyons clairs, on est face à un mécanisme où tout repose sur des éléments interprétés comme des signes suffisants. Pas de procès public, pas de juge indépendant statuant après débat contradictoire, pas de garantie classique d'un procès équitable. La présomption d'innocence semble reléguée au second plan. On met en place une commission spécialisée dont le fonctionnement reste opaque et qui, même rattachée officiellement au ministère de la Justice, pourrait être fortement influencée par des considérations sécuritaires. Les personnes concernées peuvent transmettre des observations, certes, mais seront-elles réellement prises en compte? Rien ne le garantit explicitement. Après examen du dossier, cette commission rendra son avis. Et à partir de là, il suffira d'une publication officielle pour que tout devienne effectif. Une annonce dans un journal, puis une mention dans le journal officiel. Et vous pourriez découvrir en lisant ce document officiel que le chef de l'État a signé un décret vous retirant votre nationalité. Sans audience publique, sans confrontation des arguments, sans décision rendue à l'issue d'un procès contradictoire. Un simple acte administratif signé au sommet de l'État peut ainsi mettre fin à votre lien juridique avec votre pays. Pas de tribunal, pas de débat, pas de procédure judiciaire classique. Juste un décret. Et tout s'arrête là. À écouter certains passages de cette loi, on finirait presque par croire que la nationalité serait devenue un simple accessoire, qu'on brandit ou qu'on retire selon l'humeur du moment. Comme si l'appartenance à un pays pouvait se transformer en outil qu'on utilise pour sanctionner, pour régler des comptes, pour marquer un point politique. Mais non, la nationalité n'est pas un objet qu'on manipule. Elle représente un héritage collectif, une part d'identité, un lien profond avec une terre, une histoire, une mémoire commune. C'est un bien partagé, un patrimoine moral et juridique. On ne peut pas en disposer comme d'un levier stratégique. Personne ne devrait pouvoir la retirer pour servir des calculs circonstanciels. Or, le texte en question ouvre précisément cette possibilité. Il instaure un mécanisme qui, par son fonctionnement, donne le sentiment d'un pouvoir sans véritable contrepoids. Une logique autoritaire où la décision descend d'en haut sans véritable débat contradictoire. Prenons un exemple concret. Un citoyen vivant à l'étranger, installé hors du pays, peut se voir reprocher, sur la base d'éléments interprétés comme concordants, des actes assimilés à une trahison, à une collusion avec une puissance étrangère, à une atteinte à l'unité nationale. Et ces éléments peuvent suffire à enclencher une procédure lourde de conséquences. Même sans seconde nationalité, même s'il est né algérien et n'a jamais revendiqué autre chose, le simple soupçon d'intelligence avec l'extérieur, de participation à des actions hostiles ou d'appartenance à une organisation considérée comme dangereuse, peut exposer à la perte du statut de citoyen. Mais peut-on réellement accepter qu'un État prive quelqu'un de ce qui le relie juridiquement et symboliquement à sa patrie sur la base d'indices? Un indice n'est pas une preuve irréfutable. Ce n'est pas un jugement rendu après examen contradictoire. La nationalité touche à l'intime. Elle concerne l'identité la plus profonde. Elle relève d'un droit fondamental. Être né de parents algériens, grandir dans cette culture, appartenir à cette histoire, cela ne devrait pas dépendre d'une interprétation administrative ou d'une annonce publiée dans un journal.
On peut ne pas partager les opinions de certains. On peut les critiquer, les contester, les combattre politiquement. Mais remettre en cause leur appartenance à la nation est d'une autre nature. Ce dispositif soulève des questions majeures. Et dans les prochaines analyses, il faudra examiner en détail en quoi il peut entrer en tension avec plusieurs principes essentiels du droit international.